Pour ceux qui me connaissent plus ou moins, vous avez mon nom là, je suis chroniqueur de ski depuis 50 ans, plus que 50 ans en fait. Commencé quand j'étais au collège Grasset. J'étais en philo, je pense, puis je faisais des chroniques de ski ou des rapports des conditions de ski pour CKGM dans le temps, en anglais. Ça a commencé par ça. Puis au fil des ans, je vais vous expliquer comment ça a fonctionné, là, mais on s'est rendu jusqu'à 50 ans, puis là, ça fait 53 ans là, que ça fonctionne. Puis, tant qu'on va être en forme, par bonne condition physique, on va essayer de maintenir le cap. Ma conférence aujourd'hui porte sur deux choses. Premièrement, l'histoire du journalisme dans le ski, qui va être la première partie, et l'histoire du journalisme dans le ski vue de ma carrière à moi, qui a commencé en 1968 et qui se continue maintenant, qui fait donc 53 ans. Alors, j'ai vu pas mal évoluer les choses. Mais en premier lieu, j'aimerais parler des débuts du journalisme de ski, vu par le biais de certains journalistes qui se sont illustrés et qui ont marqué les débuts du ski dans nos régions. Au début, le journalisme de ski, c'était pas facile. Évidemment, on n'avait pas les méthodes. Quand je dis on, là, je n'étais pas là. Mais on n'avait pas les méthodes. Ils n'avaient pas et elles n'avaient pas les moyens de communication qu'on a maintenant. Le ski était à son enfance, dans les années 30, là, disons. Là, ça a commencé avant ça, mais disons que la popularité a commencé dans les années 30, 40, 50. Mais la popularité au niveau du public en général n'était pas très élevée. C'était encore déjà le hockey qui primait. Puis les journalistes qui étaient affectés au ski ou qui n'étaient pas affectés au ski, ils s'affectaient eux-mêmes. Parce qu'il y avait une passion pour le ski, il y avait un intérêt pour ça. Alors, ils voulaient aller couvrir des compétitions, puis ainsi de suite. Mais ce qui arrivait dans ce temps-là, c'est qu'on disait, OK, tu veux aller couvrir le ski, une compétition à Sainte-Marguerite, vas-y, arrange-toi. Puis, évidemment, en n'ayant pas les moyens qu'on avait maintenant, là, il fallait que ces gens-là prennent le petit train du Nord, s'arrangent pour avoir du transport de Mont-Roland ou de Sainte-Adèle jusqu'à Sainte-Marguerite. Puis, de là, évidemment, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas de fax, il n'y avait rien. Alors, ces gens-là arrivaient avec un bout de papier, un crayon. Puis quand des compétiteurs arrivaient, un tel, 1 minute, 4 secondes, 0,3. Deuxième, tel nom, tel club de ski. Puis là, après ça, ils partaient avec ça, puis retournaient à Montréal par le petit train du Nord pour aller porter la copie au Montreal Star, whatever. Puis là, après ça, ça allait à la typographie, puis ainsi de suite. Alors, les choses ont changé beaucoup. Alors, une des premières personnes que j'aimerais mentionner aujourd'hui, c'est Myrtle Cook McGowan. Il y a beaucoup de compétiteurs qui, quand on demande pour des nominations pour le souper du Temple de la Renommée, on a beaucoup de mentions de Myrtle Cook McGowan qui rapportait les courses de ski pour le Montreal Star. Puis quand il y a des dossiers qui nous proviennent, on a souvent des clippings de presse, puis c'est Myrtle Cook McGowan. Myrtle Cook McGowan, c'était une femme qui faisait de l'athlétisme plus jeune. Puis elle s'est rendue aux Jeux olympiques de Amsterdam en 1928. Elle a remporté une médaille d'or aux 400 mètres relais. Puis à partir de ça, sa carrière, disons, de journaliste s'est développée un peu plus tard. Puis elle est engagée au Montreal Star en 1929, puis elle est demeurée là jusqu'en 1967. Puis apparemment que son intérêt à elle,
c'était de couvrir et de surveiller les femmes qui avaient du talent, les premières skieuses. Alors, ça a été une des femmes qui a reconnu les jumelles Wurtel, Lucille Wheeler, Anne Egveit et tout ce gang-là. Lucien Lachapelle, lui, a travaillé pour la presse canadienne de 1930 à 1977. Puis la presse canadienne, bien, c'est un fil de presse là, auquel à peu près tous les médias sont abonnés. Et moi, je dirais que Lucien Lachapelle, qui était un amateur de ski quand il était jeune, a été probablement le premier à couvrir le ski. Lui, il avait les mêmes problèmes que Myrtle Cook McGowan, parce qu'on disait, bien, OK, si tu veux aller couvrir cette course-là, bien, arrange-toi. Vas-y. Fait qu'il y allait avec les moyens du bord. Et quand il revenait, par contre, il mettait ça sur le fil de presse, bien là, au moins, la diffusion se faisait dans tous les médias qui sont abonnés au fil de presse, la presse canadienne. Alors, là, on commence à tomber dans une époque qui est un peu plus moderne. Mario Brisebois, je prends Mario Brisebois parce qu'il y en a eu beaucoup de personnes qui ont couvert le ski dans cette époque-là. Lui a travaillé pour le Journal de Montréal de 1974 à 2009, mais il continue à travailler avec Ski Québec puis tout ça, puis il écrit des chroniques pour la Presse Plus, des fois, pour le spécial d'hiver, tout ça. Alors, il continue à être impliqué. Mais Mario Brisebois, contrairement à bien d'autres journalistes qui s'intéressaient à la haute classe du ski et aux grosses compétitions comme les Jeux olympiques, les championnats du monde, les championnats canadiens, Mario s'est beaucoup dépensé à couvrir les jeunes, un peu comme on disait Myrtle Cook qui suivait les femmes. Lui, il a donné un grand coup de pouce à bien des jeunes, comme Éric Gay, J.C.J. Anderson. Ça, c'est avant que ces skieurs-là soient connus vraiment. Puis je me rappelle une fois, à Avila, Mario était là pour une compétition, je ne sais pas trop quoi. C'était pas une grosse compétition importante, mais JCJ était classe mondiale déjà. Fait que moi, je rencontre JCJ, puis je dis « Hey, Mario est ici. » Puis il dit « Mario est ici? » Hey, je ne l'ai jamais rencontré, mais ils se parlaient au téléphone, eux autres, parce que Mario Brisebois, c'est un gars qui a fait toujours du télétravail quasiment. Puis au lieu de... Il ne se déplaçait pas beaucoup, mais il disait « OK, tu m'appelleras après ta compétition », puis il fonctionnait beaucoup avec le téléphone, mais ce n'était pas un sorteux, disons. Mais on dirait que peut-être un des premiers qui a fait du télétravail puis qui a bien réussi. Alors, cela étant dit, J.C.J. Anderson me dit « Mario est ici, j'aimerais ça le rencontrer. » Fait que là, je les amène ensemble, puis il était tellement impressionné de rencontrer Mario Brisebois. C'était vraiment bizarre de voir ça. Ça aurait dû être le contraire, mais dans ce cas-là, c'est ça. Puis JCJ me disait que comment Mario l'a aidé beaucoup en publicisant ses bons résultats, puis ainsi de suite. Alors, mon dernier journaliste de ski, c'est pas vraiment un journaliste de ski, c'est Lowell Thomas. Puis si vous êtes venu à d'autres conférences, je pense que le nom Lowell Thomas est revenu dans 2 autres conférences. Michel Allard en a parlé, puis Peter Duncan en a parlé hier. Moi, je vais vous en parler un petit peu différemment. Lowell Thomas, si vous ne connaissez pas, bien, évidemment, ceux qui skient beaucoup, ils vont en Tremblant, puis ils voient, il y a une piste qui s'appelle la Lowell Thomas. Mais des fois, on dit c'est la Lowell Thomas, tu sais, comme c'est ça. Mais Lowell Thomas, c'était un correspondant de guerre américain qui a passé beaucoup de temps en Europe durant les guerres, la Deuxième Guerre surtout, puis avant ça même aussi, de 1930 à 1970. Puis là, après ça, lui, c'est un gars qui était très connu, puis il est devenu chef d'antenne pour NBC News. Alors, si vous retournez en arrière dans NBC ou dans le temps, il y avait Dan Rather. Ça vous dit quelque chose, Dan Rather? Avant Dan Rather, il y avait Walter Cronkite. OK? Walter Cronkite, son époque. Mais là, Lowell Thomas, c'était juste avant Walter Cronkite. Alors, avant de...
Alors, lui était chef d'antenne, mais c'était aussi un gars qui était passionné du ski. Dans les années 30, il n'y en avait pas bien des journalistes ou même du monde qui skiait, qui était passionné du ski. Puis lui, parce qu'il aimait ça, le ski, il a décidé qu'il amènerait ses nouvelles, il ferait des remotes. Il irait dans les centres de ski, dans certains centres. Il n'y en avait pas beaucoup dans le temps. Il y avait Sun Valley, Idaho, puis il y avait Grey Rocks, que lui connaissait. Fait qu'il allait à Sun Valley, puis là, il faisait ses nouvelles de là. Puis quand il faisait ses nouvelles en direct d'un centre de ski, bien, c'était une méchante publicité pour la place, puis une méchante publicité aussi pour le ski, parce que le ski était à son enfance dans ce temps-là, dans les années 30. Puis toujours est-il qu'il se ramasse à Grey Rocks en 1936 à peu près. Puis, une journée, il est dans ceux parmi vous qui connaissiez l'ancienne auberge Grey Rocks, c'était vraiment beau. Puis, il y avait un beau grand lobby avec une vue imprenable sur le Mont-Tremblant, le lac Ouimet, la petite île devant, puis le Mont-Tremblant avec son sommet enneigé. Puis, il était là un week-end, puis il regardait ça, puis il était en admiration. Puis il demande à Harry Wheeler, qui était le propriétaire de Grey Rocks, est-ce que ce serait possible d'aller en haut de ça? Harry dit, ben oui, on va y aller avec des pots de phoque, puis tout ça. Mais pendant ce temps-là, dans le lobby, il y a un autre gars qui se présentait, un grand Jack. Il dit, je vous ai entendu parler de ça, puis ça me tenterait de me joindre à vous. Est-ce que vous m'accepteriez? Bien, c'était Joe Ryan. Puis ils ont dit, ben écoute, es-tu assez bon pour monter là? Oh oui, inquiétez-vous pas. Ouais, embarque. Fait que là, le lendemain, apparemment, ils ont pris l'avion de Grey Rocks jusqu'au lac du Mont-Tremblant, lac Tremblant. De là, il y avait des chiens de dog sled qui les emmenaient au bas de la montagne. Puis à partir de là, ben, ils sont montés avec des pots. Puis arrivés en haut, après une couple d'heures d'escalade, une belle journée, puis on sait tous comment c'est beau le sommet de Tremblant quand il fait soleil, puis quand il y a beaucoup de neige dans les arbres. Puis Ryan, malheureusement, lui, il n'avait pas de peau de phoque. Fait que, on peut dire qu'il a fucké le chien pour monter. Puis rendu en haut, il a dit, ben, hey, c'est fantastique ici, c'est tellement beau que on devrait, il dit, c'est tellement beau, mais le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui peuvent voir ça, parce que c'est trop compliqué de monter ici. Je vais régler le problème. Je vais installer des remontées mécaniques, puis je vais bâtir une station de destination mondiale ici. L'évolution du journalisme dans le ski durant ma carrière, qui est de 1968 à 2021 jusqu'à présent, puis ça se continue. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que vous allez continuer cette année avec Samedi Rien d'autre? Pour ceux qui ne savent pas, je suis chroniqueur de ski encore à Samedi Rien d'autre à Radio-Canada le samedi avec Joël Lebigot. Puis oui, on est là pour une autre année au moins. Au fil des ans, nous autres, moi, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai commencé en 1968, j'ai commencé dans les conditions de ski. Puis la façon que ça a commencé, c'est que avant 68, puis avant, disons dans les années 50 et tout ça, les conditions de ski, ça n'existait pas vraiment, mais les centres de ski appelaient à certains médias, puis donnaient de l'information, puis des fois ils s'en servaient ou ils s'en servaient pas. Mais c'était les centres de ski qui avaient l'initiative de communiquer avec les médias pour donner de l'information. Bien évidemment, ce n'était pas toujours ce qu'il y avait de plus précis. Hein. Évidemment, il y en a un qui téléphonait de Tremblant, l'autre téléphonait de Saint-Sauveur, l'autre téléphonait des Cantons de l'Est. Puis là, c'était qui aurait plus de neige. Là, puis dans ce temps-là, évidemment, les précipitations, les accumulations de neige, c'était clé. C'était à peu près tout ce qu'il y avait parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien. Il ne faisait pas de neige non plus, tout ça. Alors, ça marchait de même. Ça marchait. Puis après ça, au fil des ans, bien, la patrouille canadienne de ski a décidé de s'embarquer là-dedans. Parce que la patrouille canadienne de ski avait
des patrouilleurs dans différents centres de ski, dans toutes les stations de ski. Puis là, ils sont embarqués là-dedans. On dit, on va prendre nos patrouilleurs, puis on va établir une centrale, ils vont nous envoyer de l'information tous les jours, puis on va faire des rapports de ski à partir de ça. Fait que ça a marché pour plusieurs années. Puis moi, je me suis joint à la patrouille canadienne de ski, puis j'étais sur l'équipe des conditions de ski pendant une année ou deux. Comme je mentionnais, en CKGM, c'était pendant que j'étais aux études, puis tout ça. Puis, mais ce qui est arrivé aussi, c'est que dans ce temps-là, il y avait deux types de patrouilles. Il y avait deux groupes de patrouilleurs. Il y avait la patrouille canadienne de ski qui dominait, puis il y avait aussi l'ambulance Saint-Jean, qui avait moins de centres de ski. Puis l'ambulance Saint-Jean, c'était comme québécois, canadien, français, puis la patrouille canadienne de ski, c'était plus anglophone. Ce qui démontre un peu les débuts dans le ski, les anglophones étaient beaucoup plus présents dans le ski que les francophones. Mais là, tranquillement, je divague un peu, mais c'est ça. Mais ce qui est arrivé avec ça, c'est que la patrouille canadienne de ski qui essayait de faire un job honnête, puis d'informer comme il faut des conditions, des fois, ils donnaient des rapports qui n'étaient pas même favorables aux stations de ski. Fait que là, les stations de ski ont commencé à dire, bien là, écoute, là, les boys, là, si vous êtes pour nous planter de même, là, ça ira pas. Puis là, ils ont dit, bien là, si vous ne donnez pas des rapports favorables, on vous met dehors, puis on prend en patrouille l'ambulance Saint-Jean. Fait que là ils se sont posés des questions. La patrouille canadienne de ski ont dit, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous autres? Puis ils ont finalement décidé que leur vrai job à eux autres, c'était la sécurité sur les pentes de ski, puis que les médias, puis les conditions de ski, ils sortiraient de ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est que moi, avec deux autres gars, un gars qui s'appelait Manny Feinberg, puis un autre qui s'appelait Rob Joyce, qui faisions ce service-là avec la patrouille canadienne de ski, on a décidé qu'on ferait ce travail-là. En fait, ça a commencé par c'est Gord Sinclair de Seafox qui m'appelle moi et il dit « Est-ce que tu ferais le travail pour nous, étant donné que la patrouille ne le fait plus? » Puis il y a un autre de mes partners, Manny Feinberg, qui s'est fait appeler par CJD, puis il a demandé la même question. Fait qu'au lieu de travailler indépendamment, on a dit on va se mettre ensemble pour faire un peu le travail que faisait la patrouille canadienne de ski. Puis on a fonctionné sous le nom de MRG, production MRG, Manny Feinberg, Rob Joyce puis Guy Thibodeau, les trois. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai mis des images là-bas, vous pourrez regarder ça un petit peu plus tard, de l'équipe. On a commencé, nous autres aussi, on a pris la même chose que la patrouille de ski. On a dit, on va se bâtir une équipe. Fait qu'on a commencé avec 7-8 skieurs une année, puis après ça, on a remonté ça un petit peu. Puis, un bout de temps, avec le fait qu'on était les seuls qui faisions ça, on avait des demandes de médias incroyables. Puis, il était un bout de temps, là, dans les années 80, là, au début des années 80 à 95, 98, on avait quasiment tous les médias du Québec. Là. Ce qui a marqué beaucoup le fonctionnement de groupes comme nous et de journalistes en général, c'est l'évolution de la technologie, du téléphone jusqu'à l'Internet. Au début, nous autres, ce qui arrivait, c'est que le matin, quand on a commencé ça en 68, 69, moi, j'appelais Louis Dufour le matin à 7 heures. Je disais, « Hey, Louis, lève-toi, va voir dans la fenêtre s'il a neigé. Comment est-ce qu'il a neigé? » Là, il revenait 2-3 minutes plus tard. « Ah, il a neigé. Ouais, combien? Bah, je ne sais pas, peut-être 6 pouces. » OK, 6 pouces. Là, j'appelais Mickey Stein au Mont-Habitant, même affaire. Alors, tu sais, c'était vraiment à la mitaine qu'on travaillait. Puis là, on était un petit peu... on était exposés, on était à leur dépens, là, tu sais, heureusement qu'on avait des gens qui pouvaient aller vérifier et disaient, bien là, dans le 6 pouces, là, c'était pas ça, là, c'était 2 pouces.
En tout cas, mais ça nous a aidé à faire la vérification pour pouvoir offrir un service qui était honnête et qui donnerait de l'information juste au public. Puis c'est pour ça qu'on a grandi pour avoir autant de médias. Ici, quand j'ai déménagé, moi, à Morin Heights en 1980, j'achète une maison en 1980, je ne pose pas de questions, tout ça. Là, j'arrive là, puis ils me disent que c'est une ligne partagée. En 1980, okay, 2 personnes. Moi, c'était 2 petits coups et un grand coup. Tu sais? Donc là, je me dis, hey. Puis là, on commençait à être big dans ce temps-là. Là. Puis on avait eu un contrat de Tourisme Québec pour avoir des lignes 800 pour alimenter les conditions de ski du Québec vers l'Ontario puis vers les États-Unis. Donc là, ça me prenait des lignes 800 puis tout ça. Puis là, heureusement que j'ai rencontré un superviseur de Bell Canada qui a reconnu mon nom, puis qui est un skieur probablement, puis il dit « OK, moi, je vais t'aider là-dessus. » Il dit « C'est sûr, là, moi j'ai rentré au mois de juillet, au mois d'août, bien, il dit « C'est sûr qu'au mois d'octobre, là, novembre, là, on va avoir des lignes privées. » Là. Mais j'ai dit « Moi, j'ai plus besoin que plus qu'une ligne privée, j'ai besoin de 6 lignes, je ne sais pas trop quoi, puis des lignes 800, puis inquiète-toi pas. » Fait qu'ils ont rentré un câble chez nous qui est à peu près ça. Puis je me souviens que cette année-là, tu sais, maintenant, les interurbains, ça compte pas. Là, tu t'appelles à Vancouver, tu appelles n'importe où, puis tout le monde a des packages. Mais cette année-là, ça m'avait coûté 33 000 d'interurbain. De téléphone. Bien, de téléphone au complet. 33 000. C'est absurde, là, tu sais, je veux dire. Là, maintenant, 33 000, l'Alcan, ils ont peut-être ça, là, je ne sais pas, mais c'était incroyable de voir comment ça va coûter cher. Alors, on était vraiment, même pour les répondeurs téléphoniques, là, il avait fallu qu'on installe des affaires chez Cofield Brown à Montréal, des machines, des répondeurs, des codaphones, ça s'appelait. Puis pour la ligne, pour les États-Unis, on ne pouvait pas avoir une ligne qui venait au Canada. On avait un poste de radio qui nous avait arrangé ça à Plattsburgh. Puis ils mettaient nos machines là, puis la ligne, elle rentrait, la ligne des États-Unis, la 800 des États-Unis rentrait là. En tout cas, on est 1980, puis la technologie n'était pas, on n'était pas rendu bien loin. Après ça, bien, dans les années 80, milieu des années 80, on a commencé à avoir le fax, le télécopieur. Bien, ça a aidé beaucoup. Bien, avec les répondeurs, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux stations de ski de nous téléphoner. On leur envoyait un genre de formulaire qu'ils pouvaient remplir, puis ils disaient, bon, bien, ça, c'est le centre de ski, le relais à Québec, il a tombé tant de neige, il fait tant de pistes ouvertes, ainsi de suite. Là, ils nous envoyaient ça sur le répondeur. Après ça, on a eu le fax. Ah, le fax, c'était toute une nouvelle affaire. Puis là, bien, on recevait ça on recevait des fax à tous les jours. Tu sais. Puis je me souviens, dans ce temps-là, moi, mon fax, il y avait un rouleau de papier qui était à peu près gros de même. Mais je passais un rouleau de papier comme ça, une journée et demie, on passait un rouleau de papier comme ça. Alors, puis après ça aussi, sont arrivés les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux, bien, encore une fois, ça a changé la dynamique de la transmission de l'information. Maintenant, au lieu d'attendre d'avoir à Radio-Canada pour avoir les nouvelles, les informations, ou à CJD, ou à CBC, ou à 95.1, les gens maintenant, ils communiquent ensemble par des regroupements. Les skieurs, les mordus du ski, les ci, les ça. Alors, les gens se communiquent eux-mêmes. En parallèle aussi, il y a eu l'amélioration de la technologie dans les stations de ski. Quand on a commencé, nous autres, il y avait une diapositive que Louis Dufour a utilisée. C'était une machine, une dameuse, qui traînait derrière de lui une espèce de matelas, un sommier. Là, c'était comme un carré comme ça avec des chaînes dedans. Puis c'est ça qui était la méthode d'entretien des pistes dans ce temps-là. Je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, j'allais au collège Grasset, puis on venait au congé du mois, on venait à Saint-Sauveur, on skiait sur la 69, puis on allait toujours faire un tour sur la 70, c'était fermé. Mais quand on arrivait là, la 70, là, c'était un champ de bosses, des roches qui dépassaient, des fouettes de bois, en tout cas, des branches. Ça faisait dur, il n'y avait pas d'entretien. Alors, l'entretien de piste, quand ça a commencé avec les dameuses, ça a changé beaucoup
le ski. Il y a eu la fabrication de neige. Évidemment, quand il ne neigeait pas assez souvent, bien, sans fabrication de neige, c'était très difficile de faire du ski. De là, l'importance d'avoir des rapports de ski fiables pour prendre ta décision d'aller skier ou pas. Mais avec l'arrivée de la neige, bien là, ils ont compensé, puis de plus en plus, on voit ça maintenant que les centres de ski investissent de plus en plus dans l'enneigement artificiel. Puis les conditions sont de meilleur en meilleur. On a eu des remontées aussi. Quand ça a commencé, il y en a qui parlaient avec le câble, M. Allard qui parlait avec le câble, comment c'était. Bien, c'était pas facile. Quand tu skiais avec un câble, puis il mentionnait, si vous n'étiez pas là, qu'il fallait que tu prennes ça mollo, parce que si tu serrais trop vite, là, tu sortais tes bottes. Puis là, tu prenais ça mou, puis là, évidemment, ton jacket, il venait tout brûler, tes mitaines aussi. Puis en tout cas, puis là, si tu n'étais pas trois, un derrière l'autre, là, bien, à trois, tu réussissais à lever le câble, mais tout seul, tu étais comme ça. À trois, le câble était long parce qu'il n'y avait pas de station intermédiaire sur un câble. Là, ça faisait 200 mètres, 300 mètres, puis là, il fallait que tu le tiennes. Alors, ce n'est pas la meilleure chose. Puis maintenant, les remontées mécaniques, ça a tellement changé là, que avec les débrayables, puis les 6 places chauffants, puis tout ce que tu voudras, c'est plus difficile. Puis l'équipement des skieurs aussi qui ont changé. Le ski est plus facile, les virages sont plus faciles. Alors, tu mets tout ça ensemble, là, le ski c'est bien amélioré. Alors, tout ça nous a amené à modifier notre approche. Comme j'ai dit, quand on a commencé notre affaire en 1968, la mission, c'était de bien informer sur le ski, parce que ça prenait ça comme information. C'était les centres de ski qui envoyaient l'information. Il n'y avait pas de réseau d'information bien organisé. Avec l'évolution de la technologie d'information, puis avec l'évolution de la situation dans les centres de ski, les améliorations, bien, ça devenait moins important de donner des conditions de ski comme telles. Alors, on s'est dit en 2008, bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on a décidé qu'on irait sur la notion d'aider à mieux apprécier l'hiver. Alors, c'est ça. Donc, s'il y a des questions, je suis prêt à en prendre quelques-unes.